C'est un peu serré là. Déjà, je suis ravie, merci d'être venu et d'avoir attendu 17 heures pour cette conférence. Bon, ce qui est bien, c'est que ce sont les gens les plus motivés qui restent, en fait, c'est parfait. Donc, je vais me présenter, je pense qu'il y a une petite partie qui connaît un petit peu mon travail, hein. Donc voilà. Donc, ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu du bien-être. J'ai une petite sensibilité depuis que je suis enfant. Voilà, donc je l'exploite depuis des années, mais on va dire que en ce moment je suis plus dans le besoin de transmettre des choses où les gens puissent comprendre des codes pour que eux puissent être indépendants et avoir leurs propres outils quand on a un questionnement, plutôt que faire appel à quelqu'un et peut-être faire appel aussi à son sens intuitif. Donc pour développer son sens intuitif, ça passe généralement par les yeux parce qu'on est des visuels, hein, on a besoin de voir par des symboles. Voilà. Donc vous avez vu, il y a ma photo, là ça fait un peu narcissique sur le... Donc voilà, donc je présente la clé des songes, mais pourquoi? Parce que j'ai réalisé un oracle qui va certainement prendre de l'ampleur par la suite, parce que les codifications ne s'arrêtent pas, hein, donc on n'est pas figé, voilà. Et l'intérêt des archétypes, parce qu'on appelle ça des archétypes, c'est justement d'aller puiser dans le symbole, qu'est-ce qui se passe dans ce symbole-là, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on parle par rapport à vous. Donc je vais faire d'abord la partie la plus chiante, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu du cerveau, comment ça fonctionne, comment justement on appréhende les rêves. Donc on va enlever un peu mon visage là parce que c'est pas le plus intéressant. Déjà la première des choses, c'est que lorsque la plupart du temps les gens qui sont en quête de spiritualité, ils disent bon, ils vont peut-être aller dans le yoga, ils vont aller faire des respirations, etc. et dire bah moi je sais pas méditer. Mais en fait tout le monde médite. Tout le monde et tous les jours. Tous les jours vous méditez. Il n'y a pas un jour où vous ne méditez pas. Donc aujourd'hui, en fait, on est venu appréhender un petit peu le langage des rêves. Donc quand je vous dis que tout le monde médite, bah, qu'est-ce qu'on fait le soir? On médite, forcément, puisque le côté de la méditation, ça passe par quoi? Ça passe par la respiration. Alors je vais vous dire, hein, aujourd'hui, vous n'avez pas de chance de tomber avec moi, et moi l'intérêt c'est qu'on interagisse. Parce que si je suis là à parler toute seule, franchement ça n'a pas d'intérêt, je reste chez moi, j'écris un texte, je fais une vidéo et puis je la lance sur YouTube. D'accord? Donc aujourd'hui on va tous participer, alors je sais que ça peut embêter certains, mais c'est pas grave, on est là justement pour communiquer. C'est l'intérêt de faire des réunions comme ça et de se rencontrer en petit comité et de parler de vous. Parce que justement ces conférences elles ne sont pas faites pour moi. Elles ne sont pas faites pour que je sois l'enseignant suprême. Enfin, moi, je suis personne. Moi, je m'appelle Audrey Dufour, je suis dans une petite âme, dans un petit corps. Et puis, bon, bah, ma foi, j'essaye de transmettre des petites choses que j'ai compris. Mais en fait, l'intérêt, c'est que vous y trouviez un intérêt. Voilà. Donc, je vois plein de dieux qui me regardent, là. Je trouve ça super. Ce soir, je vais penser à vous. Je pense que je vais voir des anges avec plein de dieux comme ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, le soir, qu'est-ce qu'on fait? On prépare notre corps au sommeil. Et quand vous faites une méditation, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça passe par quoi? Par un moment de calme où votre métabolisme, il commence à ralentir. Il ralentit, les pensées parfois sont récurrentes, elles arrivent. Et à un moment donné, la respiration, elle vient. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, blackout. Il n'y a plus personne. Mais le principe de la méditation, c'est pareil, c'est-à-dire que si vous vous détendez trop, c'est comme quand vous faites de la sophrologie, vous dites non, je ne vais pas m'endormir, mais si je veux. Et à un moment donné, ça lâche, il n'y a plus rien, des fois il y a un quart d'heure qui s'est passé, puis on va vous demander, bon alors elle était bien la séance de sophrologie? Ouais, elle était bien, je me suis endormie. Mais en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, votre corps, il avait vraiment besoin de récupérer en fait. Donc comment ça se passe au niveau du sommeil? Vous avez deux phases importantes, donc le sommeil végétatif, où votre métabolisme donc ralentit et au fur et à mesure inspire. Et ensuite, vous avez une phase qui est importante pour nous, puisque qui ne va pas durer très longtemps en fait, c'est 1/5 du rêve et du sommeil. Et ça se passe généralement plus au moment où le sommeil est le plus profond, c'est-à-dire à partir d'1h30.
on peut commencer à rêver. Alors les gens vont dire non, je rêve pas, je me souviens pas de mes rêves, etc. Puis parfois, en fait, s'ils s'en souviennent, mais voilà, c'est pas automatique, on se souvient pas, mais on rêve forcément puisque c'est la soupape de sécurité. On a besoin de ça, sinon on survivrait pas. On a besoin de cette partie inconsciente de nous qui s'échappe de notre corps et qui va faire ou qui va vagabonder. Donc dans le sommeil paradoxal, ce qu'on va remarquer, physiologiquement, alors comme j'ai dit, c'est la partie chiante, après on va faire des trucs plus sympas quand même. Donc comme je disais, au niveau du sommeil paradoxal, le métabolisme, et ben, en fait il est actif. Donc alors on le voit beaucoup parce que les mouvements des yeux vont se faire à l'intérieur, donc là c'est qu'on sait que vous rêvez. Voilà, donc on change de phase dans le sommeil. Là, on n'est plus dans la méditation, la relaxation, où on s'est endormi. Il se passe quelque chose dans votre esprit. Et c'est là où c'est important, justement, d'aller capter ces activités cérébrales. Alors, comment ça se passe ? Moi, je trouve que c'est important quand même de reprendre un petit peu les bases. Bon, même si c'est pas extraordinaire, mais bon, d'avoir un petit peu le schéma du rêve. Donc en fait, les parties qui vont travailler chez vous, ça va être essentiellement ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et en fait, dans le tronc cérébral, c'est là où vous avez toutes vos activités motrices. Donc ça va être le cœur, ça va être les muscles, ça va être... En fait, même si votre corps est endormi, le tronc cérébral, il va rester actif. Donc ça va contrôler quoi? Votre centre respiratoire, ça va contrôler votre cœur. Alors que des fois, vous savez, vous faites des cauchemars, et qu'est-ce qui se passe? Vous vous emballez là, et puis en fait, des fois, vous allez balancer un coup de poing ou un coup de pied à votre mari, ou lui mettre les pieds froids au niveau des jambes. Enfin voilà. Et ce qui va nous intéresser au niveau du tronc cérébral, c'est une toute petite glande, toute petite, qui est vraiment située, je vais vous montrer après, donc c'est relié à la colonne vertébrale, comme je vous dis, les axes les plus importants de notre corps, en fait, qui nous permettent de survivre pendant le sommeil, parce que sinon on mourrait. Et vous verrez qu'en fait, on n'est pas si loin que ça. Donc c'est important de savoir qu'il y a d'autres fonctions qui restent quand même actives pendant le sommeil. Le point rouge, là, qui se manifeste sur tout petit. Donc il faut savoir que la glande pinéale, on en parle énormément, surtout en spiritualité. On vous parle de décalcification de la glande, tout ça. Donc la glande pinéale, c'est une toute petite partie du corps qui régit énormément de choses au niveau de notre cerveau. Il faut savoir qu'elle n'est pas plus grande que 1 cm. Voilà, elle peut faire 0,35 à 10 mm. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas très gros et ça varie d'un humain à l'autre. Alors qu'est-ce qu'on y voit en fait? Donc on a plusieurs sécrétions qui sont faites et qu'on va retrouver, que vous allez retrouver certainement quand vous faites de la spiritualité ou du yoga. On va vous parler de gros mots comme la mélatonine, par exemple. Donc là, je vous ai quand même noté où on régule effectivement les rythmes de la chronobiologie, c'est-à-dire les cycles circadiens, etc. Alors autant, regardez que cette glande, elle est quand même profonde dans le cerveau, mais elle est régie par la lumière. C'est quand même étrange. Voilà, donc c'est par le spectre de nos yeux ou de la peau de nos yeux en fait qu'on capte que cette glande en fait devient réactive. D'où on dit l'intérêt que pour bien dormir, il faut être dans le noir, il faut être dans le calme, etc. Parce que tous nos sens qui sont dans le tronc cérébral, ils ne demandent que à être actifs. Mais voilà, on a ce qu'on appelle ensuite d'autres hormones, comme la sérotonine, qui nous intéresse parce que c'est l'hormone de la joie aussi, mais pas que. Le tryptophane, en fait, qui est un acide aminé, en fait, qui permet justement la création et de la mélatonine et de la sérotonine, voilà. Et par contre, il y a une autre hormone, en fait, qui est sécrétée à l'intérieur, qu'on va retrouver aussi dans tous les cercles spirituels, qu'on va retrouver chez les chamans, qu'on va retrouver, c'est la diméthyltryptamine, c'est un gros mot, Diméthyltryptamine, qui est en fait une substance hallucinogène, qu'on va retrouver justement dans l'ayahuasca. C'est ce qui va permettre de faire décoller des hallucinations.
Au niveau médical, en fait, c'est une substance qui n'est pas encore vraiment comprise, puisque en fait, elle est libérée essentiellement au moment où on va partir de l'autre côté. Donc, c'est comme si il y avait un organisme de survie qui se déclenchait, et en fait, elle se libère complètement dans le corps. Donc, il y en a qui peuvent dire que c'est à cause de la glande pinéale de ce diméthyltryptamine qu'on a des hallucinations et que peut-être on voit des choses. Et je pense que, en fait, on les attribue ça comme un flot de lumière. Donc après, ils pourraient dire que c'est le tunnel par-delà la mort. Hein, quand vous entendez parler des histoires de NDE, d'expériences de mort imminente. À ça, on en reviendra après. Voilà. Après, chacun fera son petit topo de ses croyances, de ce qu'il pense, de ce qu'il a accumulé comme information. Voilà. Ça va, vous endormez pas? Bon, ça va. Oui, je vous écoute. Donc la diméthyltryptamine, c'est le corps qui le produit ou c'est le corps qui le produit. Ça fait partie des 3 hormones qui sont sécrétées par la glande pinéale. La toute petite chose, comme ça. Et donc ça, vous allez en entendre parler, voilà, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est chamanique et tout ça. Ça peut se déclencher aussi avec certains mouvements, vous savez, des tapos. Et alors, pourquoi les chamans peuvent être amenés à boire une substance? Il y a 2 substances, en fait. Il y a l'ayahuasca, mais l'ayahuasca, elle est composée aussi d'un autre élément qui permet justement encore de lâcher, et l'autre, le côté hallucinatoire, mais qui est très bien dosé par un chaman, un truc que je ne pourrais pas jamais toucher de ma vie. Mais bon, après, j'aimerais bien, hein, peut-être ça serait bien de faire. Mais j'ai pas eu besoin de ça pour faire ce genre de voyage. Voilà. Mais effectivement, quand vous secouez par exemple la tête, les gens qui font des rêves partis, etc., à un moment donné, ils sont dans une alu complète parce qu'ils ont stimulé ces glandes-là, le cerveau il a fait comme ça. Et donc forcément, ça a créé justement ces mouvements, et ça a déclenché justement ce flot d'hormones qui fait que les gens sont comme drogués en fait. Hein. Si je t'en vas maintenant, je te préviens, tu n'auras pas ton truc. Hein. Non, je vais Bon, allez, on va passer à des choses plus intéressantes. Donc voilà. Après, j'imagine que vous avez tous entendu parler de... Tu veux t'asseoir ? Vous avez tous entendu parler de Freud et de Carl Gustav Jung. Donc souvent, on ne fait pas trop la différence. Alors Freud a eu... alors il faut savoir que tout ce qui est langage de rêve ou de la psyché, ça a été... Oui, les gens au niveau médical et scientifique, ils ont commencé à s'y intéresser en 1937. Voilà, c'était pas spécialement Freud, mais Freud, en fait, là où il est devenu intéressant, c'est qu'il a dit, voilà, au-delà du rêve, il doit se passer quelque chose, il y a quelque chose à analyser là. Voilà, sauf que Freud, il est resté beaucoup au niveau de la sexualité, avec le problème de l'enfance qu'on n'a pas réglé, donc ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, la phase des miroirs, etc., etc. Et en fait, moi j'ai l'impression que Freud, il avait un peu que souvent un pénis dans la tête, donc je me dis, voilà. Et en fait, Freud, lui, là où c'est intéressant, c'est qu'il a déphasé justement ces cycles de sommeil. Donc la phase de qu'est-ce que c'est que ces rêves, en fait, on peut les différencier comment? Donc ce qu'il appelle les rêves neurophysiologiques, c'est-à-dire qui sont incohérents. Des fois vous rêvez, je sais pas, un truc complètement fou qui n'a rien à voir et qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas d'histoire, il n'y a pas de sens. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les rêves intelligibles, c'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire avec une cornée derrière. Et le 3e type de rêve, c'est ce qu'on appelle les rêves psychologiques, où là, par contre, ça vous interpelle. Vraiment, vous dites, là, j'ai peut-être des choses à comprendre. Bon, là où il est intéressant, c'est que, voilà, de pouvoir séparer ces types de rêves, en fait, qu'on puisse faire, c'est-à-dire des fois, ces rêves fous, en disant, bon, c'est un rêve fou, mais parfois aussi, dans ces rêves fous, il y a des petits symboles qui sont importants, mais il faut encore avoir l'audace de s'en souvenir. Voilà. Et donc, Freud, lui, il est très axé sur l'enfance et le passif. Et moi, ce que j'aime chez Jung, d'ailleurs, vous verrez, mon oracle, il est beaucoup basé sur la conscience, justement,
Parce que l'idée du rêve, en fait, se fait, pour moi, essentiellement sur des réponses qu'on attend ou des solutions qu'on attend. Et parfois, c'est notre inconscient, quand il a lâché, qui peut vous donner la réponse, le code utile. Voilà. Et donc, Carl Gustav Jung, justement, il est pour cette quête de solution. Parce que moi, ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. Voilà, tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est de trouver des solutions à ce qui se passe en nous, parce que ça nous interpelle, les rêves, ça nous concerne. Il n'y a que nous qui les faisons pour nous-mêmes. C'est pas quelqu'un qui rêve à votre place, ou alors il est chaman, et voilà, et peut-être vous rentrez dans la croyance de ce que lui pense. Voilà, donc vous laissez guider par quelque chose d'extérieur, alors que le rêve, il vous appartient. Et là, c'est là où, pour moi, cette petite différence-là, elle est hyper importante. Parce que souvent, en fait, comme on ne se sent pas capable soi-même de traduire ce qui est utile pour nous, en fait, on va le demander à quelqu'un d'autre. Mais qui vous connaît mieux que vous-même? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est écrit sur le temple de Delphes. Voilà, et une fois qu'on a compris ça, en fait, le trésor, il est en vous et il n'est pas forcément à travers l'autre. L'autre, il va vous transmettre d'autres choses. Il va, voilà, d'autres... Mais ce qui est important, c'est vous en premier, toujours. Enfin voilà. Donc ça c'était pour la partie chiante. Donc voilà les rêves. Donc alors moi j'ai établi au niveau des rêves quatre sphères différentes, mais qui peuvent très bien se mélanger en fait. Donc vous avez les rêves éveillés aux visions, hein, donc ça peut être très bien à l'état conscient. Ce type de rêve. Vous avez ce qu'on appelle les rêves prémonitoires, les rêves lucides, et aussi une partie dans l'astral. Donc ça, on va y revenir après. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce qu'on appelle des rêves éveillés? C'est-à-dire vous êtes conscient et vous avez une vision? Non? On a dit qu'on était interactif aujourd'hui. Hein. Je ne veux pas de feignant, hein, je vous préviens. Donc des rêves éveillés, ça peut être par exemple quand vous justement, alors ça peut être en pleine journée où vous avez une image qui apparaît ou peut-être quelqu'un qui apparaît qui, voilà, donc ça peut être ce qu'on appelle des phénomènes médiumniques. Hein. Alors la diméthyltryptamine, elle doit faire bien son effet. Hein. C'est bien parce que je m'entraîne à le dire, hein, c'est pas facile. Les rêves éveillés aux visions, alors... j'ai vraiment beaucoup de mal à séparer tout ça parce que il m'est arrivé récemment, l'année dernière, j'ai eu une grosse opération du cœur, très très grosse opération du cœur, et je me suis dit ah bah tiens c'est l'occasion, peut-être que je vais faire une NDE. Je me suis dit peut-être depuis le temps que je vis ça, ils vont peut-être me faire faire l'expérience de la NDE quoi. Bah non en fait ils n'ont pas voulu, c'était un peu spécial, mais on va revenir dans le truc après. Et donc le rêve éveillé, c'est quoi? C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir les yeux et vous voyez quelque chose de concret, quoi. Et vous frottez les yeux, et vous avez beau vous frotter les yeux, vous rouvrez les yeux, et vous voyez quand même cette persistance rétinienne qui est là, et votre cerveau, il dit non, mais c'est pas moi. Et en fait, si, c'est pas votre cerveau, mais c'est réel, en fait, c'est réellement réel. Et c'est pas parce que vous avez été sous morphine ou parce que moi quand j'ai eu bon déjà je suis un peu tarée moi, depuis que je suis petite je vois des choses aussi donc forcément, mais j'ai vécu quelque chose de vraiment tellement différent de mes visions habituelles que ça m'a quand même déphasée, voilà, parce que vous avez la vision du médium, c'est-à-dire que l'information, parce que pour moi tout est information, elle s'engramme dans votre esprit. Et en fait, vous savez, c'est quelque chose qui est inné. Et la vision, en fait, c'est quelque chose qu'on vous impose quelque part. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça ne vient pas réellement de vous. Ensuite, vous avez les rêves prémonitoires. C'est-à-dire que vous allez faire un rêve et puis il va se produire. Vous avez déjà fait des rêves prémonitoires ou... Voilà. Après, ça m'intéresse de savoir aussi ce que vous avez fait comme rêve et dans quelles circonstances. Si on peut aller vite, je peux même vous laisser le micro, il n'y a pas de souci. Mais parce que peut-être on peut arriver justement à donner des explications à tout ce qui est prémonition, tout ce que... Alors certains médecins vont vous dire, on va passer un peu le micro 2 minutes comme ça, si vous n'en avez pas pour trop longtemps, parce que vu qu'on a 1 heure dans la salle, voilà.
En fait, certains, ils essayent d'expliquer scientifiquement des choses, mais en fait, on se rend compte que plus ça va, en fait, moins ils ont substance pour expliquer la chose. Pour moi, alors pour certains médecins, le rêve prémonitoire, pour eux, c'est le cerveau qui va trop vite par rapport à une action, et donc ils placent dans un passif, et donc on a l'impression qu'on a vu la vision avant, voilà. Donc c'est le cerveau qui ferait une sorte de rétrocognition visuelle, voilà, ou d'émotion, ou voilà. C'est comme si, puisque l'instinct, on peut le capter comme ça, c'est-à-dire que l'instinct, c'est quoi? C'est votre corps physique qui a capté bien avant l'information, avant que les choses se passent. Ça aussi, vous voyez, vous avez vu les nuances, d'un fois on peut s'embarquer, ça va très vite. Hein. Donc voilà, donc je vais laisser... Alors qui c'est qui a vraiment envie de parler, là, qui n'est pas timide? Moi, je n'ai pas osé tout à l'heure, mais ça m'est déjà arrivé une vision. Une fois. Alors je vais vous laisser le micro, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Oui, ça m'est arrivé une fois. En fait, j'ai eu une vision les yeux fermés. J'ai vu mes 2 enfants, enfin, qui sont adolescents à peu près. Je les ai vus à un âge de 30 ans à peu près. Et j'ai ouvert les yeux et l'image restait, quoi. Pendant un moment, c'était ça. Mon expérience de vision, c'était ça. Alors, l'expérience de vision, c'est là où c'est intéressant. Je pense. Pardon. Donc l'expérience de vision, elle a duré que quelques secondes. Oui, c'était assez rapide. Alors, après, il faut savoir, est-ce que dans votre mental, excusez-moi, je me destape, mais je finirai pas à poil. Hein. Après, dans votre vision, est-ce que ça vous rassurait de voir vos enfants plus tard? Est-ce que vous aviez une angoisse de ne pas les voir à l'âge adulte? Et je me souviens pas du contexte, mais c'était pas arrivé pour rien, effectivement. Voilà. Donc parfois ces visions elles viennent pour vous rassurer. Donc c'est de l'information que vous avez captée. Alors des fois ça arrive qu'une fois dans la vie. Et puis parfois, à force pas de s'entraîner, parce que je pense pas qu'on puisse s'entraîner. Mais en fait cette information-là qu'on vous a donnée, c'était pour vous rassurer. Dire voilà, vous n'êtes pas dans ce côté morbide de dire mes enfants sont en danger. C'est quand même nous qui, quand on est maman, c'est ça, hein, c'est notre sang, c'est notre les enfants ils deviennent tout. On s'oublie, hein, on n'existe plus pour ces enfants. Donc voilà, après, je pense qu'il y a eu pardon, parce que je suis en train d'avoir de la formation en ce qui vous concerne, vous avez une histoire. Oui, je suis en train de réaliser un truc, merci, parce que du coup, je n'avais jamais réalisé, et c'était pas un contexte particulier, c'était en fait pour me rassurer pour une situation qui a eu lieu après, parce que ma fille a fait une tentative de suicide. D'accord. Je pense qu'aussi dans votre histoire familiale, il y a eu quelque chose. Ah oui, d'accord. Voilà, donc cette vision, elle n'est pas... Après, si vous voulez, on en parlera, mais c'est là où c'est important que vous compreniez bien que c'est pas parce que vous avez des visions que vous êtes fou. C'est pas parce que vous avez des visions que vous êtes fou. Pas du tout. Des fois, c'est un instinct de survie, ou parfois, on vous donne de l'information. Voilà, alors ça aussi. Alors moi, au début, comment dire, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins élevé de façon catholique. Donc en fait, on a un spectre de l'au-delà qui est vraiment... très limité finalement. Mais en fait, plus on sait, plus on se rend compte qu'il y a encore d'autres choses. Voilà, donc il y a des royaumes. J'avais fait une conférence il y a 5 ans pour expliquer tout ça. Il y a des royaumes, mais il y a autre chose. Et je pense que nous, on est comme une radio, c'est comme les médiums. Les gens qui sont médiums ou réceptifs comme nous. Hein, donc voilà. On est une forme de radio et en fait, on capte l'information... qui est là. Après, ça dépend de la fréquence. On l'a mis sur 100 Hz, 100.2. Voilà. Donc, il y a des gens qui captent cette information sur des spectres extrêmement larges. Et puis, il y a des gens qui captent sur une toute petite... Ou alors, ils ont tellement pas l'habitude qu'ils doutent. Alors, et le doute, c'est affreux. Affreux. Ça vous retire tout et en fait, ça vous laisse pas cette part de vous connaître vous-même et peut-être d'avoir cette information importante et vous passez à côté. Et quand un événement arrive qui est grave et qu'on vous a prévenu, on dit mais je l'ai senti avant. Et combien de fois ça a dû vous arriver ça? Que ce soit, je sais pas, même pour le travail, une place qui était importante, ou ressentir même une collègue qui s'était pas, vous sentez que le fil il passait pas, qu'il y a une bourde, et la bourde elle arrive, et voilà, et vous savez qu'il faut pas faire un truc, et vous y allez quand même, et la bourde arrive, et là vous dites non mais j'étais con. Parce que là, je l'ai senti et j'ai fait tout le contraire de ce que mon instinct me disait, même si c'était pas logique.
Donc voilà, ça c'est voilà, mais ça fait partie encore, ça fait partie de ces rêves éveillés, de ces songes, ça fait partie de ces tout ça là, tout ce qu'on est en train de voir là, ça fait partie des événements qui sont dans notre vie et qu'on ignore en permanence parce qu'on est dans le rationnel. Mais le rationnel, c'est ça en fait, ça en fait partie. Voilà. Donc je voulais aussi parler des rêves lucides. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce que c'est qu'un rêve lucide. Est-ce que certains ont fait des rêves lucides? Toi, tu es puni, tu ne parles pas. Non. On se parlera après. Alors, je vous écoute. C'est quand tu es conscient, mais tu es en train de dormir. Tu peux changer des choses dans ta rêve parce que tu es conscient. Oui, tout à fait. Alors, le rêve lucide, c'est-à-dire que la grande différence d'un rêve classique, c'est que quand on rêve, on le subit. Voilà. Et le rêve lucide, en fait, c'est pas qu'on le subit, c'est qu'on se rend compte qu'on est réveillé dans le rêve, qu'on est en train de rêver, et qu'on peut interagir dans ce rêve. Moi, je sais pas ce que c'est. Voilà. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un cauchemar. Non? C'est-à-dire que quand il m'arrive un truc horrible, Ouais. je reviens en arrière, Et tu refais le et flashback. je refais, et si on me court après, je me cache dans une autre pièce. Mais Ouais. je suis fatiguée à la fin. Parce que je peux T'as pas jamais faire ça. voulu affronter ton démon et lui casser la tête? Non. Ah, ça c'est pas... Non, non. Ça aussi, on va en parler après. Le héros qu'on a à l'intérieur de soi qu'il faut aller... Excusez-moi, Et oui, un rêve, moi je fais régulièrement des rêves lucides. oui. Je me demande justement si je dors. Mais vous dormez? Oui, on doit- C'est l'avantage, c'est que vous pouvez... alors, l'avantage des rêves lucides, c'est que vous pouvez accomplir tous les fantasmes mais des trucs inimaginables. Les gens qui aiment voler. Voler, pas voler. Voler... et en fait, si vous avez décidé de voler comme un aigle, de passer... et en fait, alors, ça peut rejoindre un autre phénomène qui est la vision à distance, hein, ce qu'on appelle le remote viewing. Donc ça veut dire que vous avez des capacités, mais que votre conscient vous dit non, alors que vous savez très bien que vous pouvez voyager ailleurs, par l'esprit. C'est tout. Et en fait, c'est Bernard Werber notre qui disait aussi que en fait c'est un conditionnement le rêve lucide. Voilà, mais c'est une capacité de voir à distance, ça fait partie aussi de ces visions, de notre capacité à aller comme sur des rails de l'information, de suivre la ligne de cette information et d'aller au bout de cette information. Alors après, elle est cohérente ou pas. Voilà, après ça dépend de ce que vous vivez. Est-ce que la rêve lucide, c'est la porte qui s'ouvre pour faire des voyages Ça astrales? peut. Ça peut, si à ce moment-là vous avez décidé d'aller voyager. Alors il y en a qui vont vous dire que c'est votre imagination. Quand tu as des informations qui sont vraiment, comment dire, tu démarres, par exemple, moi j'ai fait une quand j'étais très jeune, Oui. avec une personne nain, on va Mhm. dire, et j'ai vu quelqu'un, et j'ai appelé ce quelqu'un, je lui ai dit, est-ce que tu es habillé comme ça? Elle me dit, ben oui. Oui. Et je ne pourrais pas le savoir, il était à 10 000 km de moi. Oui. Alors oui. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez l'information. L'information n'est pas limitée. L'information, elle est partout, à toutes les secondes, à l'instant où je suis en train de vous parler, pas que dans vos oreilles. Elle est tout autour de nous. On traite des millions d'informations à la seconde. Voilà, donc c'est pour ça que parfois, dans l'état du rêve, eh ben, le cerveau, il se met en suspens, il se dit, voilà, qu'est-ce que tu n'as pas traité dans ton état conscient? Tu n'as pas traité ça ou voilà. Et des fois, c'est des trucs complètement débiles. En fait, mais c'est pas si débile en fait, parce que comme vous avez confirmation derrière sur des petites choses, eh ben ça met le pas sur d'autres choses aussi. D'accord. Alors, le voyage astral. Alors le voyage astral, là où c'est intéressant, alors souvent il y en a qui vont le provoquer justement de par la méditation. Voilà, s'ils arrivent en circulant, alors est-ce qu'il y a une partie de l'esprit ou l'imaginaire, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de faire cette expérience plusieurs fois, et notamment, en fait, suite à mon opération. Alors, j'en avais fait quand j'étais petite, mais j'étais pas entendue parce que, bon, là, je vais vous dire mon âge, hein, j'ai 46 ans. 46 ans, bon, il y a 40 ans, on ne parlait pas de tout ça. L'Internet, ça n'existait pas, on n'avait pas, voilà. Et puis, quand on posait des questions, c'était, bon, allez, c'est bon, elle raconte des histoires, va te coucher. Donc alors qu'aujourd'hui on a quand même accès à la physique quantique, on a Internet, on a des bouquins, on sait quoi aller lire, parce que c'est pareil, à l'époque on n'avait rien, mais rien, quand je vous dis rien,
Si vous étiez tombé sur Allan Kardec, c'était beau, et encore, il fallait avoir une base un peu idéologique chrétienne. Ou Raymond Moody à partir des années 76, mais pareil, c'était un peu les bouquins tabous. Voilà, enfin, je veux dire, on ne se rendait pas compte, mais aujourd'hui, on a accès à tellement de choses, à tellement de témoignages, à tellement de... Voilà. Moi, je peux parler que ce que j'ai vécu moi. Voilà, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est sincère. C'est pas quelque chose que je vais inventer, que je suis allée piquer chez un copain, qui l'a regardé sur un gna gna gna. Je trouve que c'est... je trouve que quand on fait l'expérience, même si on l'a comprise, eh ben, ça atteint quand même d'autres strates quand on le vit soi. C'est pour ça que je vous parle depuis tout à l'heure que c'est important que vous vous remettiez, vous, dans la bonne place. Parce que votre petite âme, là, qui est dans ce corps, dans ce véhicule, il a un tracé très court hein, sur la ligne de l'existence, sur ce temps terrestre qui n'existe pas. Hein. C'est linéaire parce qu'on se voit vieillir et qu'on commence quelque part et on finit quelque part. Donc, on définit. Donc en fait, il faut comprendre en fait que de l'autre côté, c'est perméable, c'est-à-dire que vous avez accès à toute l'information, mais même des choses mais insensées. Moi, alors, Tu racontes la la feuille de l'arbre. ah oui, ben justement, j'y viens. Donc dans l'astral, on peut trouver ce qu'on appelle donc les mémoires perpétuelles, hein, c'est-à-dire toutes ces informations-là. L'akasha, alors l'akasha, ça vient de chez des Indiens où on dit que c'est l'essence du vide et du néant, mais non, c'est toujours la zone de l'information. En fait, on va vous dire c'est une bibliothèque gigante où il y a toutes les âmes et machin. Je me souviens aussi d'un livre qu'a écrit Stéphane Alix. Il a écrit un livre où le titre c'était « Et quand j'étais quelqu'un d'autre ». Et en fait, quand j'ai vu son truc, je me suis dit, tiens, bah oui, peut-être qu'il a vécu cette vie, mais peut-être en fait que dans le doute, il a peut-être capté l'information d'une vie et l'intégrer comme si c'était lui. Mais pourquoi pas, au fait, puisqu'on capte l'information. Voilà, donc, alors je dénigre pas du tout le bouquin, ni l'auteur, ni rien du tout. Je dis simplement que peut-être qu'on capte tellement de choses que parfois ce qu'on peut penser comme des anciennes vies, ou voilà, c'est de la mémoire qu'on a pris de quelqu'un, avec les émotions, avec ce qu'il a fait, avec peut-être... mais peut-être que vous aviez besoin de digérer cette mémoire-là qui n'était pas la vôtre. Donc voilà, donc après, après je ne rentre pas dans la polémique des cycles de l'incarnation, etc. Mais je dis, mais peut-être qu'à un moment donné aussi, il faut raisonner sur ce qui est réel ou pas. On n'a pas tous été Cléopâtre, ni Napoléon, enfin voilà. Et je voulais aussi parler de la rétrocausalité. Donc beaucoup ont entendu parler. Alors tout ça, vous avez peut-être l'impression de vous dire que ça n'a rien à voir avec les rêves. Mais en fait, si, ça a tout à voir. Par exemple, je vous donnerai les exemples tout à l'heure par rapport aux images. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Romuald Le Terrier. C'est un homme extraordinaire qui est parti en Amazonie justement et qui a fait l'expérience avec l'ayahuasca des visions chamaniques. Et c'est quelqu'un d'extrêmement... c'est un ethnobotaniste hein, qui explique... Pour moi, c'est la personne la plus proche de la réalité, la plus proche, en tout cas, de l'expérimentation, de ce que nous, on en voit. Alors, on parle, alors on a un débat avec mon amie qui est là, qui est directrice du journal des bonnes nouvelles, hein, sur la loi de l'attraction. Bon, la loi de l'attraction, c'est quoi ? C'est vous pensez à quelque chose et puis vous y pensez tellement fort qu'à un moment donné, c'est comme un tableau de bord, ça arrive à vous et vous l'attirez à vous parce que c'est comme un aimant. Et moi, je le vois un tout petit peu différemment, en fait. Pour moi, la rétrocognition, c'est quoi ? Vous avez une image, vous la figez, et en fait, comme tout est information et que tout est inscrit, et ben cette image-là, elle arrive dans votre vie. Voilà. Donc, si vous figez même à une émotion, c'est-à-dire que si vous dites, vous êtes dans vos peurs, de chance d'attirer vos peurs dans la réalité de votre vie. Alors, ce qui se passe en ce moment, en plus, on est tous dans une espèce de strate où tout le monde a peur de tout. Alors qu'en fait, pour moi, il faudrait pérenniser ça, quoi, être un peu dans la joie, vivre dans son présent, arrêter de regarder ce qui se passe autour, mais de centrer un petit peu, sans être égoïste, hein, ça n'a rien à voir. C'est d'exister, simplement exister. C'est... Enfin voilà, vu que je suis passée à côté de la mort un certain nombre de fois l'année dernière, je pense que voilà, exister, ça a vraiment un sens pour moi aujourd'hui, quoi. J'aimerais tellement transmettre ça. Donc en fait, la rétrocausalité, c'est ça.
C'est-à-dire que si vous vous conditionnez à quelque chose, effectivement, ou que vous le projetez, vous avez plus de chances que ça arrive. Donc la loi de l'attraction, elle marche aussi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça aussi comme ça, mais enfin voilà quoi. Je regarde mon amie parce que elle étudie pas mal tout ce qui est développement personnel aussi. Donc voilà. Donc écoutez, moi par contre, pendant une sortie astrale, alors je fais une petite incartade sur mon histoire. En fait, je me suis retrouvée. Alors, c'était pas quand j'ai été opérée. Je me suis dit, oh punaise, c'est vraiment des salauds. Ils m'ont pas fait faire l'EMI quand même. J'étais tellement proche de l'EMI. J'aurais bien voulu vivre ce truc-là. Enfin, vous allez vous dire que je suis une tarée. Hein. Mais des fois, on a envie de vivre des trucs de fou, quoi. On a vie de merde. On va travailler, on paye ses factures. Enfin, on a envie d'un truc un peu fou, quoi. Et puis en fait, mes premières visions qui sont revenues et alors c'était bizarre parce que j'avais traversé une partie de ma vie qui était, mais alors comme si je m'étais anesthésiée des chocs que je prenais, bam 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 bam, et malheureusement c'est mon cœur qui l'a pris. Mon cœur, parce que d'abord ça se passe au niveau émotionnel et après ça atteint sur les plans physiques. Et en fait quand vous en apercevez, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que là mon cœur il était brisé dans tous les sens du terme. Et en fait, j'ai voulu tellement anesthésier ce truc-là que j'ai pas voulu l'entendre et malheureusement, ça n'a pas tenu. Donc voilà. Et donc, quand j'ai eu mon opération, donc j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à marcher. Il a fallu que je reprenne dès le départ, comme si j'étais une enfant en fait, de savoir comment on faisait un pas, comment il fallait, parce que comme je bégayais, j'arrivais plus à parler. Je me suis dit, mais moi qui suis une communicative, je vais en crever quoi. Jamais je vais pouvoir retrouver ma voix. Alors c'est pareil, le chant. Enfin bref. Et donc en fait, une semaine après, je me réveille, je me réveille et pendant 48 heures, j'avais demandé à ce qu'on me foute la paix parce que entre les infirmières qui rentraient tout le temps, etc., j'avais pas pu dormir pendant une semaine. Donc je sais pas si vous imaginez une semaine, mais ça rend fou quoi. Et en fait, on m'a laissé tranquille et j'ai dû dormir presque 48 heures d'affilée. Et quand je me suis réveillée, c'était la nuit. Et je voyais une lumière qui filtrait sous la porte comme ça et alors c'était bizarre parce que je voyais d'abord comme des points bleus qui voyageaient comme ça doucement, comme si c'était une vague qui allait, qui venait. Puis en fait, en regardant bien les points bleus, je me suis dit c'est bizarre, ça ressemble à des pissenlits, des petits pissenlits. Je sais pas si vous connaissez un peu en méditation, souvent ils utilisent des pissenlits. Je me suis dit c'est bizarre, quand je vois des pissenlits, ils sont bleus, on aurait dit des méduses comme ça qui allaient, qui venaient. Et en fait, et je me frottais les yeux, je me suis dit non mais j'ai de l'alu. Je vais peut-être demander si les produits qu'on m'a donnés, ils sont encore... Enfin, moi qui suis très rationnelle, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai un côté extrêmement rationnel, j'ai besoin de tout expliquer. Je me suis dit, c'est quand je suis en train de lire un truc, mais c'est trop bizarre. Et donc j'avais ces formes d'illusion là, et je voyais un tas de trucs, je me suis dit, mais mon Dieu, je suis en train de partir en live. Et en fait, le lendemain, donc la première personne que je vois arriver, c'était une aide-soignante. Non, c'était une femme de ménage. Et quand elle est arrivée, en fait, je la vois et la première chose que je lui dis, c'est « mais c'est bon, vous faites très bien votre travail ». Et en fait, elle m'a regardée comme ça, elle m'a dit « mais vous êtes dans ma tête ?» Et en fait, c'était une dame qui était une capverdienne, c'était comme si je sentais toute l'émotion qu'elle était, j'étais en elle, je peux pas expliquer. J'étais dans son émotion, et elle avait cette question qu'elle tournait en boucle. Donc elle m'a expliqué un petit peu l'histoire de sa vie. En fait, ça faisait 2 jours qu'elle était là, elle voulait être sûre de garder ce poste parce qu'il était hyper important. Donc c'était son ticket pour la liberté à cette dame. Et en fait, on a discuté, mais elle parlait pas bien français, hein, mais on s'est compris. Elle m'a dit, mais c'est trop bizarre, vous êtes dans ma tête. Donc il y a déjà, vous voyez, l'information, elle arrive. Voilà. Alors, est-ce que c'est le choc justement d'avoir un corps qui était tellement en douleur que en fait ma conscience allait se projeter à l'extérieur. Donc ça c'était une partie, ça c'est le côté humain, mais après je me suis retrouvée, je m'allongeais et c'était bizarre, j'avais tellement mal que dès que je m'allongeais, je me retrouvais en dehors de mon corps. Et alors il y avait un petit arbuste qui était dans l'hôpital juste à côté, je me suis retrouvée dans la feuille. Et je me suis dit, oh, c'est trop bizarre, je suis dans la feuille. Et en fait dans ma vision, elle était comme un aigle, en fait elle allait dans la précision du truc. Et je voyais tout qui était relié, la planche, le tronc. Alors il y en a plein qui ont fait ces expériences de
de l'unicité, vous savez, ce côté où on est tout, on ressent qu'on est ce tout, qu'on est voilà, le grand tout. Et ben, je peux vous dire que c'est vrai, ça existe. Et alors c'est drôle parce qu'on voit que tout communique, que ce soit la pierre, l'arbre, le lit sur lequel vous êtes, le sol, la personne qui est en face de vous, et il n'y a plus de séparation. Et c'est là on voit que l'information, en fait, elle est partout. Et en plus, elle s'est reliée à nous, comme là aujourd'hui, vous me regardez, et ben, je sens vos pensées. Tout ça, ça communique et ça fait une espèce d'égrégore comme ça. Vous vous rendez pas compte, mais c'est du permanent. Donc imaginez même dans les rêves l'impact qu'a votre cerveau, c'est-à-dire que lui, il trie l'information sur tant d'informations que vous n'avez pas vues. Mais en fait, cette information, elle est réelle. Donc en fait, là, pour en venir à ça, à un moment donné, on me fait comme faire des expériences. Et je me retrouve devant justement une entrée de guitare comme ça. Et alors, allez savoir, mais dans cette histoire, c'est bizarre parce que quand vous faites des sorties astrales, tout vous paraît naturel. Vous ne posez pas la question que c'est pas normal. Vous vivez le truc. C'est comme dans un rêve, à part si on fait des rêves lucides comme madame qui est là-bas. On ne se remet pas en question, on vit le truc et pas qu'on le subit, mais on est complètement dedans. Et en fait, je voyais la vibration d'une guitare, et après j'ai compris ce que c'était que la théorie des cordes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc là, je vais vous l'expliquer parce que c'était réel. Et il y a 5 ans, j'avais fait une conférence justement sur les couleurs, les fréquences, les chakras, enfin voilà, la logique. J'avais compris ça. Mais le vivre, c'était vraiment carrément autre chose, quoi. Et donc, je me suis retrouvée avec cette corde de guitare qui s'est mise à vibrer. Donc, j'avais cette oscillation, vous voyez, je la voyais, mais qui se crée dans l'espace. C'était cette reliance-là. Et en fait, je me suis aperçue que non seulement il y avait cette fréquence qui arrivait, mais ça créait une molécule, ou ça crée quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que le verbe est créateur. Donc la fréquence est créatrice. Vous voyez comme c'est énorme. Enfin, je sais pas si... Voilà, j'essaie de faire passer le message, c'est pas facile des fois. Mais voilà, donc je voyais cette corde de guitare, et puis cette corde de guitare, en fait, je voyais que cette énergie, elle arrivait jusque dans ma gorge. Bref. Et c'était une couleur que je dis, tiens, c'est marrant, ça correspond au chakra de la gorge. Bleu. C'est bleu. Et en fait, je me suis pas tout de suite posé toutes les questions, mais je me suis dit, c'est marrant parce que ça appuie ce que je savais déjà. Donc, mais en fait, l'expérience, alors on dit je sais même pas qui est-ce qui m'a fait faire l'expérience, c'est juste que j'ai eu cette expérience-là en dehors du corps où j'ai compris en fait que tout le verbal, même la logorée que je suis en train de vous faire là, on est ensemble, en fait, elle a une réaction sur vous, sur votre pensée, sur la matière, sur... Vous voyez, donc, et le rêve, c'est pareil. Le rêve, ça a une influence sur votre esprit aussi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que plusieurs mois après, j'avais dit à mon médecin, il y a un truc qui va pas, j'arrête pas de grossir, je fais du sport, il y a un truc qui fonctionne pas, est-ce que ça vous embête qu'on fasse un examen de la thyroïde? Et puis, il me dit, bon, bah écoutez, oui, on va faire ça, et puis vous allez passer l'examen, et puis vous allez passer un examen de la thyroïde. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est drôle ça, hein? C'est beau, hein? Ça, c'est ma thyroïde. Ça s'appelle un nodule toxique. Une grosse merde. Et je sais pas, tout à l'heure je disais, voilà, c'est très bizarre, on m'a montré un truc avec ça. En plein dans la gorge. Et je me suis dit quand même, c'est joli, mais c'est vraiment pas beau, quoi. Donc bon, après je me suis fait traiter, mais c'est quand même... Comprenez que, voilà, et en plus mon problème initial, il venait de mon cœur. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez à faire le lien avec l'information et comment cette information se transfère même sur un autre organe. Vous voyez? Donc la réalité, c'est ça. Donc quand vous rêvez aussi, c'est pareil. Il y a un langage à l'intérieur avec des archétypes. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse, la grosse parenthèse sur la formation. Donc là, on va parler un petit peu de l'oracle, mais pas l'oracle pour l'oracle. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de décrypter en fait des phases de psychologie, parce qu'on retrouve aussi en psychologie, dans les rêves,
certaines choses. Par exemple, quand vous allez voir un hypnothérapeute, vous allez traiter quelque chose, en fait, ça va être souvent, on va vous faire prendre des portes. Donc vous voyez, là, dans l'oracle de Cassan, vous avez différentes portes. Donc la première, c'est la porte fermée, c'est simple. La porte ouverte, la prison. Mais à chaque fois que vous avez une porte, en fait, c'est une strate de votre esprit. Vous voyez? Donc il y a la porte fermée, c'est le côté blocage où voilà, on a tendance à, on arrive sur quelque chose où c'est un peu rebutant parce que on a beau la porte elle reste fermée. Mais dans notre vie c'est pareil. C'est-à-dire que si dans votre rêve vous voyez des portes, c'est une porte sur quelque chose. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un a déjà fait un rêve de porte? Vous? Voilà. Vous avez réussi à l'ouvrir? Oui. Et qu'est-ce que vous avez vu derrière? Vos peurs? D'accord. Alors ça, c'est la culpabilité. Quel est le poids? Donc vous avez ouvert la porte, mais ça, on en parlera, mais c'est pareil, parce que chaque rêve, en fonction de ce que vous rêvez, en fait, il faut l'adapter à la structure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez vous cacher à vous-même. Le rêve, lui, il s'en fout, lui. Le rêve, il vous dit, bah attends, ça tu l'as oublié, mais moi, je ne l'ai pas oublié, donc tu vas travailler là-dessus. Donc voilà, la porte ouverte c'est quoi? C'est là imaginez que tout le tour c'est votre cerveau. Donc c'est toutes ces capacités intérieures et il y a une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Quand vous allez voir cette carte là, quand vous voyez cette image, ça vous fait penser à quoi? Voilà. Un changement. Ouais. Allez-y, soyez pas timide, il n'y a pas de conneries. Hein. La lumière. La lumière c'est quoi? C'est là. Connaissance. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est ce qui fait que vous matérialisez des choses. Donc, quand vous voyez la lumière au-delà d'une porte, c'est quoi? C'est tout ce que vous ne connaissez pas, la connaissance universelle qui arrive à vous, c'est les possibilités que vous vous cachiez, qui sont enfin ouvertes pour vous, vous voyez? Donc, en fait, c'est ça les archétypes. On parle de quoi? Là, il y a 3 portes, mais 3, elles vont être chacune différentes. Là, j'ai fait exprès, j'ai mis la prison. La prison, ça vous fait penser à quoi? Oui. Dépression. Ça peut. Solitude. L'isolement. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait en prison? On tourne en rond. Dans une petite pièce. On tourne en rond. Donc, comme on tourne en rond, ben, en fait, c'est notre esprit qui n'arrête pas de... Et en fait, il ne sort pas de sa prison, il ne veut pas, lui. Il n'a pas l'ouverture pour ça. Donc, comme vous voyez aussi, ces portes fermées... ou que vous avez une image de prison, ou que ça symbolise ça, et bien en fait c'est tous ces enfermements mais qui sont mentaux, toujours, ou vous-même. Voilà, tout à fait. Donc vous voyez, c'est beau les rêves, de parler de l'astral et tout ça, de l'information, mais il faut aussi le relier dans notre vie à quelque chose de logique, dans la psychologie. Voilà. Et quand on fait un rêve éveillé, avec la technique du rêve éveillé, avec un thérapeute ou une hypnothérapeute, oui. Donc on fait... C'est pas un rêve sur commande, mais qu'est-ce que ça vaut en fait Le fait de rêver, non. En fait, on va traiter alors c'est très bizarre le cerveau. En fait, on va aller ouvrir des portes à votre place. Oui. Alors c'est pour ça qu'il y a intérêt à avoir un très bon thérapeute et qu'il fasse pas n'importe quoi, ou que c'est quelqu'un qui a fait un stage de 2 semaines et qui vous dit ouais, moi je suis hypnothérapeute et qui va foutre le merdier dans la tête, c'est pas la peine. Allez voir quelqu'un qui a déjà fait sa main, qui a bien compris la psychanalyse. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle va engrammer des choses. Elle va nettoyer des choses. Par exemple, il y en a qui arrivent à arrêter de fumer avec l'hypnose. Ils vont faire une petite locomotive et qui s'en va. La petite locomotive avec la fumée derrière, voilà, mais qui va symboliser peut-être la cigarette. Voilà, et comme elle s'en va, vous n'en avez plus besoin. Et en fait, votre esprit, il dit, bah non, j'ai plus besoin de la clope. C'est très bête. Oui, ou alors, une personne a une problématique, elle va voir le thérapeute parce qu'elle ne comprend pas sa problématique. Oui. Et au lieu d'avoir eu une information la nuit en rêvant, elle va avoir une information pour résoudre sa problématique grâce au thérapeute qui la guide dans oui. Ah ben alors pourquoi? Parce que ça répond à des archétypes qui ont été décadenassés et qui sont expliqués par le schéma psychologique. Pardon. Mais ça ne veut pas dire que la psychanalyse est bonne, mais si elle vous a touché, que ça a réveillé quelque chose, alors il y a des portes. Attention là aussi sur les mémoires. Parce que si c'est comme quand vous avez fait un état de choc, la mémoire elle se met en stand-by.
C'est comme les femmes enceintes, quand on a eu super mal et on se dira plus jamais on fera des enfants, ça fait trop mal. Et puis on met ça 2 ans après avec un deuxième. Et après on se dit putain, mais l'accouchement ça fait mal. Pourquoi j'ai fait ça une deuxième fois? En fait, il y a les phénomènes post-traumatiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a, quand c'est trop dangereux pour la psyché de la personne, ça provoque, comme les peurs, comme ce qui se passe en ce moment, une espèce d'oubli. Parce qu'il faut que le psychisme il reste dans sa soupape et qu'il n'est pas exposé, que ça ne le fasse pas pour son équilibre personnel, comme un viol ou quelque chose de très violent. Il va le mettre de côté, il va l'oublier. Moi, je travaille aussi, je vous prends après, avec une psychiatre qui est très renommée, qui travaille aussi sur tout ce qui est criminalité. Elle me dit, comme là, nous on a été thérapeute aussi au moment où il y a eu la fameuse, le 14 juillet, là, quand il y a eu le gros souci sur la province de Zangbé, je peux vous dire que ça a été très chaud. Et en fait, elle me disait, moi c'est marrant parce que cette période-là, en fait, je ne me souviens que de la lumière des ambulances. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est habitué à voir ce merdier tous les jours avec des trucs affreux, mais son cerveau, lui, il n'a pas supporté ça. Donc il a dit off. Voilà. Donc c'est ces fameux cadenas qui sont bons à ouvrir parfois pour aller soigner les choses, mais pour lesquels il faut faire aussi attention parce que si votre cerveau il vous l'a mis en éveil, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison pour votre équilibre mental. Vous voyez? Et le rêve c'est pareil, il vous montre des choses, donc des fois désagréables. C'est souvent plus doux parce que voilà, après on l'assimile comme un rêve, donc ça n'a pas forcément d'importance. Voilà, excusez-moi. Les personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves, est-ce qu'il n'y avait pas une intention de vouloir oublier ce qui a été rêvé pour pas trop déranger, vous voyez? Alors ça peut, mais comme ça peut être aussi un entraînement qui n'est pas fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous bougez, déjà, le cerveau il a fait squeeze. Donc si la personne se réveille trop vite, qu'elle passe déjà à sa journée, le rêve, et puis des fois il y a une bribe. Dans la journée, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui rebondit, il fait « Ah, attends, mon rêve, c'était ça !» Et il y a un petit fil, c'est « Mais attends, j'essaie de me souvenir. » Non, pas du tout, on n'y arrive pas. C'est pas facile, hein. Mais ça veut dire que vous avez rêvé, donc ça veut dire juste que votre part consciente, elle l'a fait baler dessus tout de suite, parce que la strate entre la conscience et l'inconscience, elle est vraiment très fine, quoi. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui deviennent fous, parce qu'ils n'ont pas les remparts pour ça, quoi. Voilà. Donc là, on avait vu... Est-ce que vous avez des questions? Ouais, sur le... Pardon. Ouais, mais c'est... Ouais. Sur les gens qui font des obsessions sur le voyage astral, oui. Et qui s'en vendent presque en disant ah moi j'adore, je sors quand je veux, je reviens quand je veux. Je trouve ça un peu dangereux. Oui. Et je trouve ça un peu bizarre. Disons que si on est incarné, c'est qu'on doit vivre des choses. Hein. Ouais. D'accord. Donc voilà, après ça peut être très imaginatif, c'est-à-dire que ça les rassure de penser qu'ils font des voyages astro, mais quand tu le vis vraiment en toi, alors c'est sûr que t'as pas forcément envie de partir chez... Mais c'est dangereux toi aussi de vouloir faire ça, non? Pour moi, je pense que si on vit sur Terre, c'est parce qu'on doit assumer ce qu'on doit vivre. Donc si on part toujours, c'est comme les gens qui partent dans la drogue, c'est une forme de drogue en fait. Donc voilà. Donc c'est un peu, c'est toujours pareil, hein, c'est une question d'équilibre. Voilà, quelle fuite on a à vouloir partir là-bas, il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe dans sa vie et le régler surtout. Voilà. Je pensais qu'on allait qu'une heure, c'était vraiment trop long, et puis en fait je me rends compte, c'est vachement court quoi. Ça va, vous emmerdez pas? Excusez-moi, j'ai un engagement, hein. Oui, mais vas-y, il n'y a pas de souci. Parce que dans l'oracle, en fait, il y a plus loin que ça. Donc là, par exemple, on est sur les archétypes des oiseaux. L'oiseau, ça symbolise quoi dans la psychanalyse? Pour vous? La liberté, l'envol. Alors là, par exemple, ici, on a la cigogne. La cigogne, c'est quelque... Alors, dans l'archétype français, hein, la cigogne, on entend voilà les bibis, si beau les bébés. Mais en fait, il n'y a pas que les bébés. En fait, la cigogne, alors déjà, il faut se dire que c'est un oiseau migrateur. Donc ça traduit aussi le besoin des fois de changer son quotidien, d'avoir besoin de mobilité, etc. Parce que la cigogne, elle se pose surtout pour faire elle se pose que quand elle a besoin réellement de faire son nid. Voilà.
Mais c'est un oiseau qui a besoin de cycles, voilà, de partir, d'être... voilà, donc dans la symbolique, vous allez retrouver ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que la symbolique de cet oiseau-là, non seulement par rapport à la liberté, mais ça bouffe les nuisibles. Tout ce qui est serpent, les grenouilles. Donc c'est un animal protecteur. Donc quand vous allez tirer, par exemple, cet archétype de la cigogne, ça va englober tout ça. Voilà, après c'est le contexte, ça dépend de votre question, etc. Parce qu'on est obligé de figer des choses dans des cartes, mais après par rapport à vos rêves, c'est pareil. Quand vous voyez un animal plus qu'un autre, il faut voir qu'est-ce qu'il fait dans la nature, quelle est sa spécificité. Là, par exemple, on a le corbeau. Alors le corbeau, souvent, ça a une mauvaise réputation. Alors qu'en fait, pas du tout. Le corbeau, alors pourquoi? Parce qu'en fait, il est rattaché à l'occulte. Et l'occulte, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est inconnu, ce qui est mystérieux. L'occulte, ça veut dire ça, hein. C'est ce qui est caché, le sens caché. Donc en fait, on va beaucoup ramener le corbeau à la médiumnité, à ce voyageur entre les deux mondes, mais en fait, c'est un très bon guide dans l'au-delà. Donc pour ceux qui font de la médiumnité et qui sortent ces cartes-là, ce sont des cartes normales. Par contre, pour un lambda, il faudra peut-être aller voir qu'est-ce qui lui fait peur. Voilà, est-ce que c'est la peur de la mort? Est-ce que voilà, est-ce que c'est ses angoisses qui ressortent? Vous voyez, derrière, on a la lune. La lune, c'est l'intuition. C'est le côté féminin, vous voyez? Tous les archétypes, mais que vous allez retrouver aussi dans vos rêves. Donc ça peut servir aussi de dictionnaire des rêves si vous avez besoin. Et voilà. Et celui-là, vous voyez quoi là? Le printemps. Le renouveau. Voilà. Donc ça annonce quoi? Alors non seulement on a le facteur du temps, c'est-à-dire au niveau du printemps, on arrive, c'est cool. Ah, on en a marre de cet hiver là qui est froid. Mais en fait, ça peut être un printemps dans votre vie, c'est-à-dire que voilà, là où ça va fleurir, l'oiseau. Alors l'oiseau, il y a un truc. Alors c'est marrant, quand on étudie la nature aussi, on dit les oiseaux ils chantent. Mais vous savez que l'oiseau, quand il chante, c'est en fait pour marquer son territoire. C'est un territoire sonore. Il le piaille pour dire, bah voilà, tout cet espace-là, c'est le mien, c'est pas le tien. C'est drôle, hein? Donc quelque part, il y a aussi une part du territoire de soi. Qu'est-ce qu'on fait de soi et quel espace on s'accorde aussi. Vous voyez, donc c'est simple et en même temps, voilà, une fois que vous avez pigé la logique, vous serez capable aussi de traduire vos rêves, de voilà, dire, ah bah tiens, c'est rigolo d'avoir des archétypes comme ça qui soient redondants. En général, on peut le voir, ou alors on vole nous-mêmes. Hein. Voilà, il y a un truc qui revient très souvent, c'est les dents. Les dents, c'est quoi? Ça sert à quoi? Oui, bah alors la santé, ça c'est le final. Alors, c'est la dent en elle-même, c'est quoi? La nourriture. Si vous n'avez pas de dents, vous ne pouvez pas mâcher. En fait, souvent, par exemple, celle-là, on va penser à la dent de lait. La dent de lait, ça ramène à quoi? À la matrice, à la mère, à la nourrice, à ce qui nous nourrit, à ce que... Voilà, donc après, il y a l'aspect, des fois, on a l'impression qu'on va perdre ses dents, ou on voit, on n'a plus de dents devant, c'est horrible, quoi. Vous vous réveillez, vous touchez vos chicots, là. En fait, alors ça, c'est souvent un manque de vitalité, c'est-à-dire de dire, voilà, vous manquez d'une certaine nourriture. Alors, ça n'annonce pas forcément des deuils, mais vous manquez d'une certaine nourriture. Donc, en fait, vous perdez votre énergie, vous perdez vos dents. Mais comme ça pourrait être, par exemple, un manque d'imagination, ça va être les cheveux, le poil. Les cheveux, c'est quoi? C'est relié à l'esprit. Donc, en fait, quand vous avez des rêves où vous avez les cheveux courts, vous les perdez, ou alors vous avez une pelade, là, c'est pareil. C'est quoi? C'est votre manque d'imagination, ou peut-être qu'aujourd'hui, vous devez être créatif et vous ne l'êtes plus. Et en fait, vous le sentez. Donc, en fait, votre rêve, il dira, ah, tiens, je vais t'appuyer là-dessus. T'as plus de cheveux, t'as plus d'imagination, t'arrives pas à être productif. Donc en fait, vous avez ce gros sentiment de malaise qui vous fait réagir, dire waouh putain c'est quoi ce rêve? C'est trop bizarre, j'ai pas envie d'être chauve quoi. Et donc après vous regardez à la glace, hop, oui j'ai encore mes cheveux, ça va. Non c'est vrai hein. Donc voilà. Donc là c'était pour vous donner aussi quelques archétypes. Là j'ai fait aussi les archétypes des dragons. Pour symboliser les 4 éléments, où il y en a 5 en fait, mais là on va les plus classiques, c'est l'eau,
qui symbolise les émotions. L'air, ça va être les messages, le furtif, tout ce qui est communication. La terre, ça va être l'ancrage, ça va être le solide, le rude. Le feu, par contre, ça va symboliser toute l'énergie que vous avez en vous. Ça peut être les colères aussi, ça peut être voilà, le côté incisif. Donc en fait, dans tous les archétypes, vous avez ces symboles que vous pouvez retrouver dans vos rêves. Voilà. Mais en fait, dites-vous que c'est que de l'information. Alors, ce qui est étonnant, et d'ailleurs je l'explique dans mon oracle au début, c'est que en fait, si on se réfère à la symbolique des rêves, chez les Grecs, il y avait un personnage qui s'appelait Morphée. Morphée, qui veut dire la forme. Voilà. Donc Morphée, il avait cette possibilité de rentrer dans les rêves et de se transformer en quelqu'un d'autre pour donner l'illusion ou donner un message. Et en fait, il était foudroyé par alors je sais plus si c'est Zeus, parce que il donnait la connaissance universelle à l'humain et ça lui était interdit. Donc en fait, l'idée un peu poétique serait que, en fait, comme on n'a pas le droit à cette connaissance universelle, on nous la fait parvenir par type de symbole pour la comprendre. Et en fait, on se rend compte que quel que soit si vous êtes indien, américain, mexicain, européen, chinois, en fait, très souvent, les symboliques, elles vont se rapprocher. Voilà, et elles sont de plus en plus complexes, puisqu'en fait, ou plus unifiées, je vais vous dire. Pourquoi ? Parce qu'on est des multicultures qui se mélangent, et en fait, les codifications, elles s'enrichissent. Mais c'est souvent la même chose, vous voyez ? Donc voilà. Là, je vais vous faire juste donc là, c'est l'oracle 1 de Cassandre. Alors là, j'avais mis quelques images parce que c'est encore sur la symbolique des rêves, d'autres archétypes que j'avais pas pu, parce que en fait, on pourra en faire tellement, mais qui parlent. Voilà, parce que je me suis dit, quand même, 2 jeux qui se mélangent, ça serait quand même top, ne serait-ce que pour avoir de l'information. Vous voyez ? Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que vous n'êtes pas tous endormis, que vous avez pris de l'énergie avec cette conférence atelier et que ça vous a plu. Bah, voilà, là je reste là. Si vous avez besoin de discuter, je suis là pour le moment, donc ça sera avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci de votre venue. Merci pour tout, vraiment.